Je me présente, je m'appelle Emma Gainet, je travaille à la direction de l'eau et de la biodiversité dans le bureau de la politique de l'eau. Et donc, je suis la chargée de mission SAGE. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un peu ce qu'il est possible de faire pour protéger les zones humides dans les SAGE, ce que la réglementation nationale permet. Je ferai aussi un point un peu sur les nouveautés du décret SAGE pour la protection des zones humides. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore pu assister à une présentation, notamment des nouveautés du décret. Et voilà, ce sera déjà une bonne chose avant de laisser Adrien vous parler d'envergure. Donc, je suppose que si on est connectés tous ici, on connaît l'intérêt un peu des zones humides. Mais du coup, juste pour rappeler qu'elles ont des fonctions essentielles, d'éponge, de filtre, de zones tampons qui lient les réseaux hydrographiques de surface et de sous-sol. C'est aussi un refuge de biodiversité, donc ça rend énormément de services écosystémiques, que ce soit pour la gestion des événements extrêmes, crues, étiages ou la qualité de l'eau. Elles ont un rôle qui est différent selon les parcelles de zones humides. Donc ça, on en parlera aussi dans le cadre de ce que peuvent faire les sages. Elles peuvent protéger n'importe quelle zone humide. Et c'est toujours intéressant de le préciser dans le PHD et le règlement, quelles sont les fonctionnalités ciblées. La protection et la restauration de ces zones contribuent aux objectifs des directives, notamment européennes, pour l'atteinte du bon état. Et donc, elles font logiquement l'objet de protection au niveau du droit européen, du droit national. Et moi, je vais me pencher plus particulièrement sur ce que vous pouvez faire dans le cadre des sages. Donc, d'abord, au niveau du PAGD, donc le sage peut prescrire des objectifs de préservation et de restauration des zones humides sur toute partie de son territoire. Le PAGD, lui, présente l'état de la connaissance en matière de localisation et de caractérisation des zones humides. Il définit les objectifs généraux et des priorités d'action sur ces zones. Alors, ce qui est évident, c'est que vu que les inventaires sont coûteux et que les sages n'ont pas tous les mêmes moyens, qu'on ne va pas avoir une cartographie au 1/10 millième sur tous les sages de France. Donc, cet enjeu de priorisation des actions, notamment grâce au PAGD, c'est important. Ça permet de peut-être cibler les moyens sur des zones prioritaires et surtout de réfléchir à une stratégie sur comment on fait pour protéger ces zones. Est-ce qu'on cherche à avoir de la prélocalisation un peu partout ou on va plutôt cibler des zones prioritaires? Le PAGD peut identifier un certain type de zonage, donc pareil prévu par la réglementation, les zones stratégiques pour la gestion de l'eau, les zones de protection des aires d'alimentation de captage, les zones d'érosion par exemple. Je parle de ces trois-là en particulier parce que le SAGE peut donc les délimiter et fixer des règles dessus, avec ou sans arrêté du préfet, au contraire des ZIEP, les ZHIEP pour lesquels il faut nécessairement un arrêté ZSCE, un arrêté ZIEP pardon, du préfet pour que le SAGE puisse fixer ses règles. Ensuite, dans le PHGT, on peut trouver tout un tas de principes de gestion à mettre en place, susciter la réalisation d'inventaires, mettre en œuvre des plans de réhabilitation et d'entretien des zones, informer les populations, peut-être mettre en place des expérimentations pour restaurer les zones humides, identifier peut-être des espaces susceptibles d'être lieux de mesures compensatoires. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est pas quelque chose qui est particulièrement recommandé. Je sais que les sages qui ont mis en place en fait des zones spécifiques pour inciter à la compensation, sont parfois devenus un peu des banques de compensation directement contactées par les pétitionnaires avant même en fait d'envisager les étapes éviter réduire de la séquence ERC. Le fait d'avoir proposé parfois ces zones directement dans le SAGE, les porteurs de projets passaient leur appel pour réserver leur zone de compensation. Donc, je sais que cette possibilité-là de proposer des zones de compensation, ça doit dépendre du SAGE, des enjeux et de est-ce que c'est pertinent de le faire. Je sais que ce n'est pas le cas sur tous les territoires. Sur la protection qu'il peut y avoir dans le règlement, donc j'ai remis en avant certains points clés. Donc, les règles de SAGE permettent d'assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD. On a en moyenne 5 règles, je crois, par SAGE. Elles sont opposables au tiers avec rapport de conformité et peuvent aller sous les seuils à déclaration IOTA. Donc, juste après, je vous détaille l'article R212-47 du Code de l'environnement qui liste ce que peut faire le règlement de SAGE et quel alinéa utiliser en fait pour protéger les zones humides. En l'occurrence, l'alinéa en tout cas, via les retours d'expérience qu'on a eus, est le plus opérationnel. Ce serait l'alinéa qui permet de réglementer les IOTA. Et donc, aujourd'hui, on le sait, on avait fait une saisine de la direction des affaires juridiques pour vérifier qu'on pouvait réglementer sous les seuils IOTA. Et ça a été confirmé. Les travaux qu'il y avait eu au niveau de travaux parlementaires lors de la LEMA de 2006 montrent bien que l'objet du L212-5-2 du Code de l'environnement, c'est bien de cibler les IOTA comme, on va dire, rubrique et pas comme IOTA à partir d'un certain seuil.
Donc les sages peuvent réglementer, y compris les zones les plus petites, sous les seuils à déclaration IOTA, le 1000 m² pour les zones humides. Le sage ne peut pas prévoir d'interdiction générale et absolue. Il faut toujours que ces interdictions soient limitées dans le temps, dans l'espace, donc associées à une carto ou assorties d'exceptions. Donc là, je remets une couche un peu sur le dernier bullet point parce qu'on vient également d'avoir le résultat d'une saisine de la direction des affaires juridiques où on avait interrogé la direction sur le fait de l'autoportance du sage pour comment dire, pour fixer des règles sur un certain type de zonage, pardon. En l'occurrence, les ZPAC et les zones d'érosion qui sont liées à la réglementation ZSCE prévue dans le code rural et les ZSGE. La conclusion, c'est bien de dire que le SAGE peut fixer des règles sur ces zones, même si le préfet n'a pas pris d'arrêté de délimitation de ces zonages, alors que cet arrêté est bien nécessaire pour la protection des ZHIE. Donc, si je reprends pour rentrer un peu brut dans ce que permet la réglementation, il y a toujours eu plusieurs alinéas qui ont été utilisés pour protéger les zones humides. En l'occurrence, il y a souvent eu celui des impacts cumulés, le 2A, le premier. Il y a eu les IOTA, le 2B dont je vous parlais, et il y a eu le 3-C qui permet le maintien, la restauration des IEP et des ZSGE. Donc aujourd'hui, même si on sait désormais que, il n'y a pas besoin d'arrêter du préfet pour fixer des règles sur les ZSGE, moi, aujourd'hui, au vu des retours de terrain et des difficultés à appliquer les règles qui sont liées au 3-C, on recommande, nous, côté État, et même, et ce sera clairement identifié dans le nouveau guide SAGE là, qui va sortir, que l'alinéa idéal pour protéger les zones humides, c'est bien le 2B, qui permet de fixer des règles sur les IOTA et donc de régler même la question du sous les seuils. Parce que plusieurs sages utilisaient la notion d'impact cumulé pour aller sous les seuils, c'est une possibilité. Mais l'alinéa 2B à lui tout seul permet de fixer des règles déjà sous les 1000 m². Le règlement est toujours assorti de documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte. J'enchaîne du coup sur les apports du décret SAGE, où il y a eu pas mal de choses qui permettent d'améliorer la protection des zones humides, d'améliorer le lien à l'aménagement territoire, d'améliorer la prise en compte du sage dans les docs d'urbain. Et du coup, je vous ai remis à droite un peu juste le schéma de rapport de compatibilité-conformité, parce qu'on a toujours eu cette difficulté d'application des règles de sage, parce qu'on se retrouvait un peu avec, donc il y a des rapports de compatibilité au PAGD du sage, le PLUI compatible au SCOT, compatible au PAGD. Clairement, ce SCOT intermédiaire entre PAGD et PLUI a toujours posé des soucis pour amener en fait les infos du sage jusqu'au niveau PLUI. Et pour autant, on avait ces projets d'aménagement qui devaient être conformes aux règles du sage. Donc de là, nous, avec le décret sage, on a cherché un petit peu à améliorer les choses avec 3 nouveautés. Un représentant de SCOT en clé, une notice à destination des rédacteurs des documents d'urbanisme dans le PAGD, et le fait que les zones humides qui font l'objet d'une interdiction de destruction de zones humides dans le règlement de sage sont intégrées dans les documents graphiques du règlement de PLUI. Donc là, je vous ai juste mis 2 diapos pour vous préciser un petit peu, notamment sur la notice eau et urbanisme qui est demandée dans le PAGD. Concrètement, on sait que tous les sages de France quasiment se sont posés la question du lien entre aménagement des territoires et sages. Donc on sait que vous avez déjà fait des guides, des sites internet. Donc voilà, l'idée, c'est pas de recommencer ce travail-là, juste de l'intégrer dans une espèce de notice dans le PAGD. Format court, ce sera une dizaine de pages qui, en fait, précisera pour les rédacteurs des documents d'urbanisme comment mettre le sage dans les documents d'urbanisme. Donc, avec un tableau, idéalement, qui dira, voilà, pour la protection des zones humides, il faut intégrer ça dans vos servitudes ou dans votre document d'orientation et d'objectifs. Vous aurez en fait pas mal de recommandations à ce sujet dans le guide sage et ça permettra aussi d'améliorer la protection des zones humides dans les docs d'urbain. En fait, je pense que la partie aussi qui va vous intéresser le plus, c'est celle qui fait que les secteurs de zones humides qui font l'objet d'une interdiction de destruction dans le règlement de sage, cartographiés à une échelle suffisamment précise, sont intégrés dans les documents graphiques du règlement de PLUI. Donc ça, pareil, je vous ai remis en fait ce qui existe, ce qui va en fait être diffusé dans le guide sage qui sortira cet été. Mais concrètement, les secteurs de zone humide seront classés en zone naturelle du PLUI avec un indice spécifiant leur caractère humide et interdisant tout aménagement ou toute dégradation dans la zone humide. Il y avait beaucoup de questions sur le niveau de précision des cartos. Ce qui va être mis dans le guide sage, c'est que les cartes sont à une échelle de 1,25 millième ou plus précis.
Les sages sont quand même encouragés à produire des inventaires de zones humides de plus en plus précis pour faciliter la vie en fait des rédacteurs des docs d'urbain. Euh, et le fait que les sages puissent, par exemple, parce qu'on connaît les coûts des inventaires, donc ce ne sera pas possible forcément d'avoir quelque chose de très précis sur tout le territoire, ça peut être intéressant d'aller cartographier des zones en particulier où on sait qu'elles sont à enjeu. Pour autant, si le sage veut quand même édicter des règles de protection des zones humides globales, par exemple des 1000 mètres carrés avec des taux de compensation particuliers, il peut toujours le faire. Et ça ne change rien, enfin, le fait qu'il ait décidé de cartographier très précisément certaines zones, ça ne change rien en fait que le pétitionnaire conserve la charge de vérifier l'impact de son projet sur les zones humides sur l'entièreté du périmètre de sage. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter un petit peu sur les apports du décret sage. Et donc Marion en a déjà parlé, mais il y a une base des règles de sage en ligne qui vous permet de trouver toutes les règles existantes sur ce sujet dans les sages voisins. Voilà. Envergo, c'est un outil qui va permettre la prise en compte des réglementations environnementales au titre du Code de l'environnement et dans les projets de construction et d'aménagement. Donc l'objectif, c'est d'aller parler aux ensembles des acteurs de la chaîne, que ce soit les collectivités territoriales ou les porteurs de projets, pour essayer d'infuser un peu la connaissance des règles environnementales pour faire en sorte qu'elles soient mieux prises en compte. Notre observation, c'est qu'il y a 25% des projets qui sont conseillés par des seuils loi sur l'eau qui mènent pas d'études nécessaires ou déposent pas de dossier. Et ça, c'est pour une réglementation emblématique comme la loi sur l'eau. Ça représente à peu près 1000 hectares par an au niveau national de projets qui se font sans respecter les règles. Et donc, c'est potentiellement encore plus au titre des règlements de SAGE. C'est juste que c'est pas mesurable parce que bah, ils sont pas très connus. Euh, du coup, en Vergo, la solution face à ce problème, c'est en amont de tous les projets d'offrir un simulateur qui va permettre au porteur de projet bah, de simuler son projet et d'avoir un premier aperçu des règles qui vont le concerner. Et puis, j'en parle là brièvement, on a un système d'analyse des permis de construire et des permis d'aménager en lien avec les collectivités territoriales qui va permettre finalement d'envoyer à un porteur de projet de manière proactive la même chose que ce qu'il aurait pu voir sur le simulateur, mais on va pas attendre que lui il vienne nous voir. On va aller le voir quand il sait qu'il a un vrai projet qui est en train de se faire. Donc ça permet d'être un peu plus interventionniste. Voilà. Et donc le simulateur, bah, simplement on va lui poser quelques questions. Je vais vous faire une mini démonstration, mais vous allez voir que avec ça, on est capable de lui offrir un premier aperçu. Et le bénéfice, bah, c'est d'avoir une meilleure planification pour les projets parce que des fois ça rajoute des délais, donc d'éviter de perdre du temps, de l'argent quand il faut reprendre les projets, quand il y a des demandes de compléments, ce genre de choses. Et puis pour nous, puissance publique, le bénéfice, bah, c'est meilleur respect réglementaire et préservation de l'environnement, notamment sur la thématique zone humide. Donc c'est l'objet de mon intervention. Une rapide démonstration. Euh, le porteur de projet, mais vous aussi, vous pouvez aller sur Envergo. Vous êtes un porteur de projet en phase initiale. Vous pouvez simuler un projet. Et donc, on va vous demander de mettre, on va se mettre, allez, hop, en pleine zone humide. On va vous demander un point sur une carte. Les nouveaux impacts du projet, mettons 1500 mètres carrés, c'est un bâtiment agricole. L'état final, donc la somme des surfaces impactées, mettons, je sais pas, qu'on soit dans un bâtiment agricole sur une exploitation qui existe déjà, bah, l'état final impacté, c'est 8000. Et là, on va avoir un premier aperçu des règles. Alors là, il va me poser des questions complémentaires. Je suis soumis à les permis de construire. Et on va voir que dans ce département-là, pour un projet de cette ampleur-là, donc des fois c'est des seuils nationaux, mais des fois c'est des seuils départementaux, notamment pour Natura 2000, et ben, le projet il est soumis à telle ou telle règle. Et là, vous voyez qu'on fait remonter la cartographie de zone humide. Donc je me suis mis pile dedans. Vous voyez que on a intégré les règlements de SAGE. Et donc là, bah, on n'est pas soumis parce que dans ce sage-là, il n'y a pas de règle à cet endroit-là qui va contraindre le projet. Mais aujourd'hui, dans Envergo, sont pris en compte les interdictions de destruction de zones humides. Et donc, je vais vous en parler brièvement, mais hop. Euh, Par exemple, on a eu une construction d'un bungalow avec une plateforme et d'une plateforme pardon, de traitement de déchets. C'était sur zone humide et en fait, c'était interdit au titre de la règle de SAGE. Bah, ça, on a pu le détecter grâce à ce système-là. Et donc, bah, aujourd'hui, ça a permis de mettre en lien le porteur de projet avec la structure animatrice du SAGE, puisque sur Envergo, vous allez trouver systématiquement
euh, l'information du projet. Donc là, il était interdit. Les sources de zones humides. Et donc, c'est l'occasion pour nous de valoriser vos inventaires de zones humides. Un certain nombre d'entre vous, sans doute, déjà été contactés, nous ont sans doute envoyé leur zonage. Euh, et puis, les informations de la structure accompagnatrice. Et donc, à chaque fois, on met ce qui va bien sur votre demande. Aujourd'hui, on n'est pas dans tous les départements, donc si on vous a pas encore contacté, pas de souci. Si on vous a pas contacté et que vous êtes dans un de ces départements, c'est sans doute que vous n'avez pas de règles d'interdiction de destruction de zones humides, parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on simule. Mais si c'était le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fera le travail. Alors, ma slide date un peu, mais aujourd'hui, on est dans 53 départements. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous envoyer vos zones humides, vos zones d'expansion des crues, parce qu'on s'en sert pour simuler le limageur de cours d'eau. Et donc, nous, aujourd'hui, dans Envergo, on fait toutes les interdictions d'impact sur zones humides. Les règles de compensation arriveront. Et tout ce qui est plan d'eau, cours d'eau, etc., ça, ce sera un peu plus tard. Pour l'instant, pour nous, l'urgence, c'est vraiment la zone humide pour les projets d'aménagement, puisque ce sont ceux qu'on voit passer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais vous mettre, hop, vous avez notre adresse mail. Je vais vous faire une petite capture d'écran ou ce que vous voulez, notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. On a aussi parfois, faut les attraper, des webinaires consacrés aux structures animatrices de Sage. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires, ça peut être l'occasion. Merci de m'avoir invité, Jean, la parole. Du coup, moi, je travaille à ERM3 et je travaille justement sur le sujet des zones humides. Et d'un point de vue, je vous fais un peu un flashback de fin 2023. Fin 2023, on a eu des besoins, tout simplement, le besoin émergé de centraliser, de consolider les données cartographiques sur les zones humides. Alors, quand je dis données cartographiques, c'est uniquement les données relatives à l'identification et à la délimitation des zones humides. Uniquement ces données-là, parce qu'il en existe d'autres sur l'état des fonctions, etc. Voilà, en tout cas, ça ne concerne pas ce que je vais vous présenter. Vraiment, là, c'est uniquement les données sur l'identification et la délimitation des zones humides. Et du coup, là, vous pouvez faire directement le lien avec l'arrêté de 2008 modifié en 2009, qui précise justement les critères qui permettent d'identifier et de délimiter des zones humides. Donc, ça date de fin 2023. L'Hydral, on leur a demandé d'aller faire un petit peu du porte-à-porte pour justement, donc vous avez sans doute été contacté peut-être parmi vous par l'Hydral qui vous ont demandé de faire remonter des données qui existaient pour autant qui étaient dans les tiroirs voilà, des collectivités. Donc, on a fait remonter ces données-là, on les a mis au format. Et donc, on a fait ce gros travail de rattrapage et de centralisation. Et donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu les résultats, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, première diapo. Je passe. Ouais, ouais, tu peux y aller. Pardon. Marie. Ouais, du coup, ouais, c'est un petit peu la continuité de l'introduction que je viens de faire. C'est une cartographie, mais plutôt une base de données. En fait, c'est une base de données, des données cartographiques qui peuvent être visualisées du coup sur un module cartographique. Et donc, c'est un porté à connaissance, et ça, on y reviendra sur ce terme-là, des acteurs du territoire pour mettre à disposition une information homogène, fiabilisée et actualisée sur l'identification et la délimitation des zones humides, afin de les accompagner dans leur démarche de préservation et de renaturation. Une question un petit peu en bas, comment stabiliser les inventaires déjà réalisés et comment sécuriser et accélérer à la réalisation des futurs inventaires. Donc, comment on gère toute l'information historique et comment on gère justement les futures informations qui vont être produites. Alors déjà, en termes de contexte, partons sur quelles sont les connaissances existantes. Il y a deux grands types de connaissances sur l'identification et la délimitation des zones humides. Les données nationales de prélocalisation des zones humides, sachant il existe aussi des données locales de prélocalisation des zones humides, mais j'y reviendrai pas forcément dessus, sauf s'il y a des questions. Il y a quand même un travail national qui a été fait, qui est performant, et qui a été fait, donc c'est un outil prédictif issu d'un calcul de modélisation qui nous dit bah, sur telle parcelle, enfin en tout cas c'est du raster, donc c'est je crois que c'est du 5 mètres sur 5 mètres, et donc il dit bah, sur tel pixel de raster,
il y a tant de probabilité de présence ou d'absence d'une zone humide. Donc, c'est pas, ça ne nous donne pas en tout cas une information euh, certaine sur la présence d'une zone humide. A contrario, le deuxième grand type, et là vous avez sur la droite de votre écran, il y a les zones humides qu'on appelle les zones humides effectives, donc les données nationales des zones humides effectives. Et du coup, c'est des zones humides. Et donc cette fois-ci, c'est des polygones, hein, c'est des polygones cartographiquement. Et donc, ils sont issus d'un inventaire des zones humides, donc réalisé selon le L211 et l'arrêté de délimitation dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, cette fois-ci, cette information euh, nous permet de dire avec certitude et précision où est-ce que sont les zones humides. À peu près 67% du territoire a été prospecté à l'aide d'un inventaire de zones humides. Et donc voilà, c'est en cours. Alors vous verrez qu'il y a une hétérogénéité assez forte quand même hein, sur là où ça a été fait sur le territoire national. C'est en cours sur les DROM également. Donc voilà une petite, ça très rapidement, on voyait un petit peu ce que ça peut donner la superposition de ces différentes informations, zones humides probables, zones humides effectives et les surfaces hydrographiques qui sont forcément très liées aux zones humides, donc qui sont également représentées. Donc Alors, voilà, connaissance, voilà, ben, le petit est encadré en bas qui fait le lien justement avec un élément très important, c'est que c'est une connaissance locale homogène pour différents cas d'usage. En termes de méthode, on n'est pas à reparti sur justement la carte des cours d'eau qui était très rapidement liée. Alors, j'ai pas forcément l'historique, je le connais pas forcément très bien, mais la carte des cours d'eau, c'est très vite, en tout cas lié à l'usage agricole. Là, justement, on veut se prémunir de ça et on ne veut pas du tout entrer dans cette logique-là. Et du coup, sur la diapo suivante, ça explique bien que, en fait, cette connaissance-là, on la met à disposition des acteurs de territoire. Euh, et du coup, alors Marianne, si tu peux passer la diapo, et du coup, on la met à disposition des acteurs de territoire. Et ensuite, elle peut être utilisée par les acteurs du territoire comme ils le souhaitent. S'ils veulent effectivement s'asseoir, comme l'a fait par exemple le MASA avec la VCE2, s'asseoir sur une grande partie de l'information qui est présente dans cette cartographie, c'est leur responsabilité, puisque de toute façon, c'est des dispositifs qui, par exemple, qui sont pilotés par le MASA. Mais on peut faire le parallèle avec beaucoup d'autres choses. Ça peut servir à des GMAPiens, ça peut servir au règlement REACH, ça peut servir. Règlement REACH, pareil, il y a les zones humides, enfin, il ne s'applique pas uniquement sur les zones humides, mais aussi sur les zones en eau. Donc, euh, donc voilà, il faudra. Enfin, tout ça pour dire que cette information sera mise à disposition et c'est bien aux acteurs de se l'approprier, d'utiliser comme ils le souhaitent avec leurs objectifs qui leur sont propres. On peut parler aussi des plans locaux d'urbanisme. Il y a également tout ce qui est crédit biodiversité. Ça fait référence aux mécanismes incitatifs dont je parlais tout à l'heure, qui sont en cours de construction et, euh, et qui seraient testés justement sur certaines zones humides. Donc on a vraiment une information, une connaissance qui est mise à disposition comme portée à connaissance des acteurs, et c'est aux acteurs de l'utiliser comme ils le souhaitent. Alors, ça c'est dans les grandes lignes. Alors, pour autant, cette connaissance aujourd'hui, comme je voulais un petit peu dire en introduction, elle n'était pas complètement consolidée. Euh, il y a donc, elle n'était pas consolidée. Donc là, c'est plutôt sur l'historique, toutes les données qui ont été produites historiquement, mais il y a aussi les données futures qui vont être produites au fil de l'eau qu'il faut sécuriser. Et puis au-delà donc de ces deux premiers chantiers, il y a également expliquer ce que je viens de vous présenter. Ça paraît trivial, mais au fil des échanges que j'ai pu avoir avec justement avec les représentants nationaux lors des GT qui ont eu lieu le 6 mars et le 27 mai dernier, ça ne l'est pas pour autant. Donc, organiser le financement d'un plan de réalisation d'inventaire, poursuivre les travaux de sécurisation sur la production des données, et ensuite faire ce groupe de travail national dont je vous parlais, dont les deux premières réunions se sont tenues le 6 mars et le 27 mai. Donc voilà, ce sont un peu les trois grandes directions, en tout cas, sur lesquelles on va mettre de l'énergie dans les prochaines semaines et sur trois grands chantiers sur lesquels on a travaillé. Si je reviens un peu dans le détail
sur ces chantiers-là. Alors, sur le financement, je ne vais pas revenir. C'est un financement qu'on souhaite poursuivre, agence de l'eau. Voilà, pas forcément de. Alors, toutes les agences ne financent pas forcément les inventaires. On peut y revenir aussi si vous voulez dans les questions-réponses. Pour autant, le point qui me semble, en tout cas, moi, qui me semble important et structurant, essentiel, c'est comment sécuriser la production des données de zone humide. On a fini quasiment le travail de rattrapage, dont je vous parlais, le travail de rattrapage de l'historique. Maintenant, on va plutôt gérer le fil de l'eau. Donc, pour gérer le fil de l'eau, on va s'appuyer sur Plume. Donc, Plume qui va prendre le relais du RPDZH que vous connaissez sans doute et qui est pas dysfonctionnel, mais du coup, comme on est en train de développer Plume, bah, ils mettent pas forcément de l'énergie sur le RPDZH pour le rendre en tout cas plus fluide. Donc l'objectif de Plume, c'est de mettre à disposition des bureaux d'études des organismes qui réalisent des inventaires en module simplifié de saisie. Donc ça fait directement écho à ce que je vous disais, c'est qu'au fil de l'eau, les données seront saisies directement via un module qui encadrera du coup cette saisie-là et du coup qui permettra bah, de, d'avoir une donnée qui est standardifiée tout simplement, mais directement parce qu'elle sera saisie. Il y aura une obligation de saisie à un format défini. C'est une plateforme, alors oui, c'est la plateforme unifiée des données sur les milieux humides, pardon. C'est une plateforme qui bancarisera les données, donc du coup dans une base de données. Et ensuite, elle mettra à disposition cette donnée-là sous forme de carte et en téléchargement. Donc, voilà un peu les trois grands objectifs rapidement de Plume. Et du coup, ça permettra justement de sécuriser la production des données au fil de l'eau. Là, ça vient un peu dans le détail sur les fonctionnalités. On a parlé de la fonctionnalité de saisie de dépôt que vous avez au centre, un peu en haut de votre écran. On a parlé aussi de la fonctionnalité de diffusion, donc en téléchargement, mais également de la fonction de consultation en consultation cartographique. Il y aura bien évidemment une interface administrative pour gérer les profils et ensuite une valorisation avec des boîtes à outils, des cartes. Ouais. Les profils, donc vous voyez un petit peu les profils qui sont concernés par Plume. Donc, le grand public, bien évidemment, on pourra consulter les services de l'État, les gestionnaires. Il y aura également des administrateurs. Il y aura également, comme j'ai dit, un module de saisie pour les producteurs de données et une diffusion via un web service. Donc, il y aura des profils différents qui seront adaptés à chacun des besoins au final des acteurs. Euh, donc, voilà pour Plume. Je fais un peu rapidement. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais enfin, vous voyez hein, dans le haut à droite de l'écran, il y a le logo de l'OFB, du Forum des mares atlantiques. C'est un élément important. Sur Plume, c'est l'OFB qui pilote. C'est Julie Neury-Ormani qui réalise tous les travaux sur le sujet. Voilà, je ne fais que relayer en fait tous ces travaux. Euh, donc du coup, c'est Julie Neury-Ormani avec le Forum de l'Atlantique qui réalise tous les travaux sur le développement de cette nouvelle plateforme qui prendra le relais du RPDZH. Je vous ai mis aussi quelques chiffres qui peuvent être intéressants sur, justement, vous avez sur le côté gauche de votre écran, la proportion du territoire des régions couvertes par un inventaire de milieux humides, donc qui fait directement un écho du coup au territoire prospecté dont je vous parlais tout à l'heure, par un inventaire de zones humides. Donc vous voyez qu'il y a une hétérogénéité assez forte. Donc en moyenne, c'est 67% du territoire qui a été prospecté, mais il y a une hétérogénéité assez forte entre régions, où il y a des régions, par exemple, comme la Bretagne, qui sont prospectées quasiment à 100%. Alors le 100% n'existera pas hein, sur cette prospection, bien évidemment. Euh, on tendra vers l'exhaustivité, mais on ne l'atteindra jamais. De toute façon, ça c'est très clair. Mais ça va mieux en le disant quand même. Et puis il y a des territoires comme le Centre-Val de Loire, par exemple, qui ont été très peu prospectés. Ce qui explique aussi les chiffres que vous avez sur la droite de votre écran, avec la part des zones humides inventoriées. Du coup, 9,4% pour la Bretagne, et à l'eau, Centre-Val de Loire, territoire peu prospecté, 1,8%. Voilà, je passe vite aussi là-dessus. Il y a plein de choses qui expliquent aussi que il y a des territoires qui ont plus ou moins été prospectés et aussi qui expliquent que certaines zones humides, quand bien même elles sont prospectées, elles ne sont pas identifiées pour tout un tas de par exemple, par le simple fait que les inventaires de zones humides privilégient
en tout cas aussi pour des histoires de coûts, de faisabilité, des inventaires floristiques qui parfois, quand par exemple il y a un champ agricole, bah, sont complètement, vont donner aucune information sur la présence de zones humides. Et puis il faut aller faire un inventaire pédologique qui est plus lourd, qui n'est pas du coup systématiquement fait. Bref, c'est des limites, mais il y en a d'autres euh, à ces chiffres-là. Bonjour à tous. On va vous présenter avec Cyrielle Briand, le centre de ressources milieux humides euh, en- que l'on pilote ensemble. Rapidement, au niveau du centre de ressources milieu humide. Sa création, en fin de compte, date à peu près de la période de 2009 et c'est une émanation, en fin de compte, euh, de, euh, au départ en 2001 de la création de ce qu'on appelait les pôles relais zones humides, qui sont au nombre de 5 et entre autres qui sont sur thématisés, sur les tourbières, les marais atlantiques, Manche et mer du Nord, les mares et les vallées alluviales, les lagunes méditerranéennes euh, et les zones humides tropicales. En termes d'origine, c'est principalement ces structures-là qui sont ont été créées suite au premier plan national milieu humide. Et puis au moment de la création de l'ONEMA en 2009, le centre de ressources milieu humide s'est créé au moment où l'ONEMA a récupéré aussi la coordination des pôles relais. En termes de politique publique portée par le Centre de ressources milieu humide, bien sûr, on est en lien avec une politique internationale liée à la Convention internationale de Ramsar, mais également un certain nombre de plans nationaux milieu humide qui sont issus au départ du rapport de constatation du préfet Bernard de 1994 mettant en avant la nécessité d'agir pour la préservation et la restauration des zones humides. Et puis là, vous avez un certain nombre de textes de loi qui traitent du sujet zones humides, depuis la loi de 92 jusqu'à la loi de 2019 sur ces sujets-là qui ont un lien avec le sujet zone humide. En termes de mission principale du centre de ressources milieu humide, le premier, c'est l'animation d'un réseau d'acteurs. Voilà, le second est l'accompagnement technique de ces acteurs. Et le troisième est la production et la mise à disposition de ressources euh, sur le sujet des milieux humides. Alors, nos leviers d'action sont multiples et regroupent différentes, en fin de compte, ambitions, des enjeux liés plutôt à la communication, à la sensibilisation, à l'éducation ou à la participation. Et pour chacun d'entre eux, entre autres, bah, on peut mettre en place un certain nombre d'outils que sont les séminaires, les colloques, les sites internet, les lettres électroniques, les réseaux sociaux, les journées d'échange, les formations continues et initiales, et puis également un certain nombre de démarches de participation liées en fait, aux zones humides. Un point important, c'est pas parce qu'on dit les choses que les gens l'entendent, voilà, et c'est pas parce qu'ils ont entendu qu'ils ont compris, voilà. Donc ça, c'est des choses aussi importantes à avoir en tête, c'est que en fonction du niveau d'ambition qu'on veut avoir vis-à-vis d'un acteur, bah, on va pas obligatoirement utiliser le même outil derrière. Alors, quand je parle du centre de ressources milieu humide, je parle de qui et quels sont vos interlocuteurs principaux. Pour faire simple, le centre de ressources milieu humide, c'est pas uniquement l'OFB. Même s'il est porté par l'Office français de la biodiversité, ses membres sont en fin de compte actifs en termes d'accompagnement des acteurs, sont principalement les pôles relais zones humides, que je vous ai mis ici, et également l'association Ramsar France et l'Office international de l'eau. Donc ça, vous êtes ce qu'on appelle le cœur du recteur du centre de ressources milieu humide. C'est ce que vous avez souvent en interlocuteur quand des questions sont posées au niveau du centre de ressources ou euh, quand, euh, quand on a un besoin d'informations diverses et variées ou de documentation. On a un deuxième cercle qui, lui, réunit plutôt les directions régionales de l'OFB, les DREAL, Medwet, Ramsar, les agences de l'eau, les offices de l'eau et les régions et les agences régionales de la biodiversité,
mais également entre autres, grandes structures en fait, compte d'accompagnement dans certains bassins versants. Donc certains EPTB ou par exemple la Fédération des conservatoires sur le secteur du Rhône et le secteur de la Loire sont associés à un groupe de travail qui est ce qu'on appelle le groupe thématique CESP, donc communication, éducation, sensibilisation, participation, qui est un des groupes qui fait partie des instances du quatrième plan national milieu humide. On peut Et faire ben du coup, juste voilà quelques chiffres au niveau du centre de ressources milieu humide. Les différents sites, que ce soit le centre de ressources national et les pôles relais zones humides, ça représente à peu près 350 000 connexions par an en termes de visites. C'est à peu près plus de 1000 actualités et événements relayés par an sur l'ensemble de ces sites. C'est à peu près 8000 abonnés aux lettres électroniques, plus de 6000 followers à l'époque sur Twitter, mais on est tous passés là, dessus depuis peu sur LinkedIn. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à aller aussi vous abonner au compte LinkedIn des membres du centre de ressources. Et puis ça représente plus de 30 000 documentations donc, que ça soit des films, des vidéos, des podcasts, des rapports, des documents écrits, des documents de référence. Et puis, c'est également plus de 400 événements dans les 10 dernières années là, où, entre autres, les pôles relais ont pu intervenir ou aider à la construction de ces événements-là. Voilà. Et puis, cette année, on vient même de dépasser avec l'association Ramsar France, hein, qui coordonne la Journée mondiale zone humide, les 1000 animations pour la Journée mondiale zone humide, voilà, ce qui nous laisse toujours en tête au niveau international et on espère toujours faire mieux pour les éditions qui viennent. Et donc la prochaine édition est sur les entrées culturelles. Voilà. Alors, juste en termes de pépites issues du centre de ressources, bien sûr, je viens de vous parler de la Journée mondiale zone humide, mais il y a également tous les travaux de déploiement dans les territoires de la méthode nationale d'évaluation des fonctions, la V1, qui maintenant a une V2 depuis 2023 et donc où les formations se poursuivent. Et puis quelques sujets thématiques qui sont devenus phares par la suite, entre autres la question de l'évaluation des fonctions, la question aussi de la continuité piscicole des marais littoraux, les questions de terreau sans tourbe, les questions d'organisation des données dont vient de vous parler Sébastien, mais également tout ce qui est la mobilisation des sciences humaines et sociales, entre autres sur les liens et la perception et la représentation sur les zones limites à travers les médias, mais aussi la jurisprudence. C'est des choses que vous pouvez retrouver, entre autres, en webconférence, en documentation et également en source. En termes de jurisprudence, c'est plus de 500 jurisprudences qui ont été synthétisées, analysées et disponibles en accès direct. Alors, quelques exemples. Vous avez à droite des exemples de là où sont intervenus les différents pôles relais zones humides et l'OFB, Association Ramsar France et l'OIO dans les territoires dans les 10 dernières années. Vous avez au milieu aussi les interventions en formation. Et puis, on vous a mis un petit zoom sur la formation gestion intégrée des milieux humides dans les projets de territoire. Donc là où vous voyez qu'on peut aussi identifier là où on a des stagiaires qui suivent certaines formations. Là, on était sur la période 2019-2022. Depuis, les cartes se sont enrichies. En termes de production commune entre le Centre de ressources milieu humide et Gesto, en 2013, on avait fait une fiche zone humide et sage qui, du coup, au regard des échanges avec Emma, mériterait d'être mis à jour sur un certain nombre de points au vu des dernières avancées du décret de 2024 sur les sages. La veille jurisprudentielle, entre autres, sur Sage et Zonid, où on a une veille régulière sur ce sujet-là, en lien avec les éditions législatives. Et puis, les résultats que vous a présentés, entre autres, Marion, au tout début, donc l'analyse des règles de Sage, qui devrait faire l'objet, entre autres, d'un indicateur de l'Observatoire national de la biodiversité dans les mois à venir.
Alors, comme je vous disais, le centre de ressources milieu humide, il est entre autres lié aussi à une stratégie jusqu'à 2030 pour en fait compte qui est un peu notre feuille de route du centre de ressources, mais également des acteurs territoriaux, c'est-à-dire que ce soit les DREAL, les établissements publics, les collectivités territoriales, en termes d'accompagnement des acteurs dans les territoires. Et donc, nos priorités en termes de public cible sont principalement les décideurs publics, administration publique, les acteurs de l'urbanisme et de l'architecture et les acteurs agricoles. Et secondairement, plutôt le grand public et la jeunesse et les gestionnaires d'espaces naturels protégés, qui étaient au départ, ce dernier était le cœur de métier du centre de ressources. À l'intérieur, il y a 18 objectifs avec des enjeux, des orientations, des ambitions. Comme je vous disais, est-ce qu'on veut juste communiquer? Est-ce qu'on veut former les gens pour qu'ils soient porteurs après des messages? Tout ça, c'est défini à travers ce document-là. Et entre autres, il faut avoir en tête que les pôles relais zones humides, Ramsar France et l'OFB et l'OIO sont en fait, chevilles ouvrières de la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, juste pour en fonction, donc il y a X et donc 18 objectifs et ces 18 objectifs sont liés à un certain nombre d'acteurs que je vous ai mis ici. Et je vais rapidement passer la parole à Cyrielle, entre autres en zoomant entre autres sur l'objectif 6 dédié un peu plus à la planification. Merci Pierre, je te laisse passer du coup la diapo suivante. Donc voilà, donc pour ceux que je n'ai pas le plaisir encore de connaître, donc je suis Cyrielle Briand, je travaille à l'ANEB, l'Association nationale des élus des bassins, et je coordonne depuis mon arrivée le pôle relais Mare et vallée alluviale, donc plutôt sur la partie vallée alluviale, et on a la SNPN plutôt sur la partie Mare. Et plus spécifiquement par rapport à ce qu'a présenté Pierre, on est effectivement en tête de pont, en coordination de l'objectif 6, qui du coup vous concerne tout particulièrement, qui est donc promouvoir la préservation des zones humides en tant qu'élément d'adaptation aux effets du changement climatique dans les différents documents de planification, donc pour répondre aux différents enjeux d'inondation, de sécheresse, canicule. Donc, voilà, on va dire avec le public cible, ou en tout cas la carte d'identité de cette action-là, de cet objectif, ça va être un public cible plutôt acteur de l'urbanisme, en tout cas une cible le finale. Mais si tu peux passer la diapo qui suit. Euh, un petit peu, mais c'est pas trop pour rentrer dans le détail, c'est plus pour que vous identifiez un peu la typologie des actions que l'on mène et la façon dont vous pouvez à la fois y contribuer et recevoir ces informations. Je vais vous dire quelques mots sur voilà, un peu les angles qu'on a retenus pour travailler sur ce sujet qui est quand même assez vaste. L'idée, c'est de se concentrer, ou en tout cas d'essayer d'optimiser la prise en compte des zones humides avec certains angles thématiques. Donc, je vous ai listé ces angles ici. Donc, renforcer les liens zones humides et petits cycles de l'eau, les liens zones humides et GEMAPI, notamment sur la dimension gestion, prévention des inondations. Le lien, bien sûr, zone humide et on va dire tout ce qui est lié au climat. Et un gros dossier qui résonne vraiment avec ce qu'a présenté Emma notamment, hein, zone humide et planification urbaine, et forcément avec les évolutions récentes au niveau notamment du décret. Donc le but, l'objectif, on va dire vraiment principal, la mission du pôle relais dans cet objectif, ça va être vraiment de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques qui vont permettre justement aux différents acteurs concernés de faire en sorte que ces zones humides soient, ou en tout cas de mieux intégrer ces zones humides dans ces différents plans, dans ces différents, on va dire, différentes approches sectorielles. Donc pour ceci, le vrai travail, ça va être on va dire vraiment une action de capitalisation de toutes les actions, en tout cas les plus alors pionnières ou les pépites, on va dire, les actions et les outils existants, donc qui sont développés par les uns et les autres et
par vous-même aussi. Quand on parle de ces actions d'outils, ça va être vraiment une typologie assez large, hein, de webconférences, de groupes de travail, de journées d'échange, des formations, voilà, des ateliers que vous pouvez mener sur vos territoires. Et bien sûr, capitaliser pour valoriser ces actions. Je vais vous en parler juste après de comment on s'applique à les valoriser et donc à les diffuser. Et cet objectif 6, par le biais en fait de ce pilotage cet objectif, voilà, l'idée c'est aussi de co-construire ensemble des outils qui pourraient manquer ou des outils qui pourraient être duplicables, appropriables par vous sur vos territoires pour finalement toucher ces cibles finales qu'on a citées juste avant. Donc je vais pas du tout développer plus que ça, mais je vous ai mis un QR code ici. C'est justement pour vous inviter à partager vos expériences dans ces différents domaines que j'ai listés. Vous verrez, le formulaire est très court, il est très sommaire. Ça peut être aussi simplement un formulaire de prise de contact, ou comme ça, vous me laissez votre mail et on peut échanger par la suite. Et l'idée, c'est, Pierre, tu peux passer juste après. L'idée, c'est qu'on puisse, grâce à cette connaissance de vos actions, pouvoir les valoriser au mieux. Et pour ce faire, il y a différents moyens. J'en ai listé quelques-uns. On va passer assez rapidement. Vous aurez les liens. Voilà, la plus récente, la dernière en date, donc les pôles relais, le ministère et la NEB, on était présents à Hydroexpo, au salon Hydroexpo pour vraiment mettre en lumière ces travaux-là. Donc avec une conférence sur les milieux humides au cœur des stratégies territoriales, où on a pu présenter bien sûr les actions des pôles relais, mais spécifiquement où j'ai pu présenter des actions enfin, zone humide et urbanisme porté par notamment des membres de la NEB. Les présentations sont en ligne. Donc, quand je dis membres de la NEB, je parle de bassins versants et notamment des EPTB. Tu peux passer la suivante. Vous allez voir, ça va être... je voulais mettre en avant également les 3 dernières webconférences organisées ou co-organisées par le pôle relais sur des sujets vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire. Donc elles sont passées, mais les ressources et les replays sont disponibles, donc n'hésitez pas. Donc on en a eu un sur les ABC, le lien entre ABC et zone humide, qui était en avril. Je détaille pas, vous aurez toutes les informations en ligne. Pierre, si tu peux passer la suivante. La précédente en février sur justement comment la restauration des milieux humides peut contribuer à réduire les risques inondations, sécheresse avec un panel d'intervenants qui a permis un peu de brosser le sujet du scientifique au gestionnaire de bassin. Et la suivante, qui était consacrée, donc c'était organisé par l'OIO, le Centre de ressources et Pôle Relais étaient en co-organisation sur l'action foncière, les outils fonciers pour préserver les milieux humides. Donc c'est pour vous illustrer un peu la façon dont on peut mettre en avant à la fois vos retours d'expérience, vos outils, et puis que vous puissiez en prendre connaissance, en tout cas de ceux qui existent. La dernière diapo que j'ai mise, c'est pour justement faire un peu écho au sondage qu'a proposé Marion, Pierre juste avant, et on pourra peut-être afficher les résultats. Je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore, à notre newsletter Mar et Vallée alluviale, qui s'appelle À fleur d'eau, qui permet vraiment de retrouver des informations spécifiques à ces 2 typologies de zones humides, hein, Mar et Vallée alluviale, et particulièrement à cet angle de zone humide dans les planifications territoriales. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, encore une fois, si vous avez des actualités, des retours d'expérience, des ressources à partager, vous m'adressez ça par mail et on se fera un plaisir de relayer. Voilà, très rapidement, ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup, Cyrielle et Pierre. Bonjour à tous, je suis Grégory Moreau, DDT Seine-et-Marne. Je suis chargé de la gouvernance au sein du service environnement, la gouvernance eau, et en particulier mon unité s'occupe des sages, pas seulement, mais bon là on est sur les sages, et donc la DDT est donc administration de l'État pilote pour le sage de l'Yerre. Donc bien évidemment on est
de manière très proche concernés par toutes les actions qui sont liées à la mise en œuvre et à la révision, puisqu'on va parler de révision du SAGE, et en particulier sur les zones humides, du SAGE de Lierre. On est évidemment très impliqué sur ces procédures-là, sur les SAGE qu'on a en portefeuille. Je vais laisser Héloïse, bien sûr, se présenter. Et Héloïse va faire la présentation, et puis moi, je me permettrai d'intervenir de manière voilà, ponctuelle quand ce sera nécessaire. Oui, donc bonjour à tous, Héloïse Rambaud, donc je suis l'animatrice du SAGE de Lierre. Donc pour rappeler un peu le contexte, donc le SAGE, sa structure porteuse, c'est le SIAGE et PAGE de Lierre. Donc c'est sur le bassin versant de l'Yerre qui est basé sur 3 départements en Île-de-France. La majorité, c'est en Seine-et-Marne, mais il y a également l'Essonne et le Val-de-Marne. Le siège exerce plusieurs compétences, dont la GEMAPI sur une centaine de communes, l'assainissement avec la gestion des eaux pluviales et usées sur 18 communes à l'aval et la mise en œuvre du SAGE. Donc c'est un bassin versant qui est assez hétérogène avec un aval qui est très urbanisé, c'est la limite petite couronne parisienne, et un amont qui est assez rural. Donc le siège a sa compétence sur 118 communes, par contre le SAGE, lui, exerce sa compétence sur... enfin, et il est son action sur 116 communes, ce qui correspond au bassin versant de l'Yerre réglementaire. Donc le SAGE, il a été approuvé en 2011 avec 5 enjeux qui tiennent compte des spécificités du territoire, améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eau et des milieux associés, améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines et prévenir toute dégradation, maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations, améliorer la gestion quantitative de la ressource, et restaurer et valoriser le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs. Donc, dans le SAGE en vigueur, on retrouve également 5 articles, mais vu que le sujet du jour, c'est les zones humides, je vais uniquement parler de l'article 1, proscrire la destruction des zones humides. Donc, on est sur une interdiction d'impact de plus de 1000 m² de zones humides, donc 1000 m² correspondant au seuil de déclaration du 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA, dont Emma a déjà un peu parlé précédemment. Donc, bien sûr, on retrouve quelques exceptions. Donc, les exceptions, c'est comme d'habitude, dans la plupart des sages, c'est lié à l'intérêt général, l'utilité publique ou la sécurité et salubrité publique. Donc, dans la présentation, vous aurez quand même tous les articles du sage, hein, mais après, vous pourrez poser des questions éventuellement, me recontacter. Et puis, dans le PAGD, on avait également identifié 2 objectifs liés à l'amélioration de connaissances, la protection et la prise en compte des milieux humides. Donc, associé à ces objectifs, on retrouvait notamment la préconisation 1.1.2 et liée à l'action 1.1.1 qui demandait du coup de réaliser une étude diagnostique de zones humides, ce qu'on a fait entre 2013 et 2016, pardon. Donc en réalité, on a réalisé 2 études. Une étude d'identification de zones humides potentielles à enjeu et prioritaires. Et à partir de cette première étude, on a réalisé une deuxième étude, identification de zones humides avérées sur le bassin versant de l'Yerre, sachant que c'est un inventaire non exhaustif. Donc, pour réaliser la première étude, on s'est basé sur les données de la DRIE. Je vais utiliser mon anti-sèche, mais la DRIE, c'est la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, qui est devenue en 2020-2021 la DRIEAT, Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France. Donc, c'est l'équivalent des DREAL dans les autres régions. Donc cet inventaire, en fait, c'est une cartographie des enveloppes d'alerte des zones humides d'Île-de-France
qui identifiait 5 classes, donc allant des zones humides avérées et délimitées aux zones non humides. Et donc ça a été réalisé en 2009, mais l'Adriaté a mis à jour cette cartographie en 2021. Elle est consultable en ligne, donc j'ai laissé le lien sur la présentation. Et en se basant sur cette cartographie, on a tout d'abord identifié des zones humides potentielles en liant cette cartographie avec la bibliographie qu'on pouvait trouver sur le bassin versant de l'Yerre et les différentes études qui avaient pu être réalisées par des maîtres d'ouvrage, EPC et collectivités. Donc, c'est une première phase de diagnostic. À partir ensuite des zones humides potentielles, on a identifié des zones humides à enjeu. Donc, en fait, pour chaque zone humide potentielle identifiée, on a attribué une note en croisant avec différentes fonctions et services rendus, tels que la biodiversité, la qualité et quantité d'eau, les paysages et diffusion des connaissances. Donc, les notes les plus importantes, donc qui avaient le plus d'enjeux, c'était les zones humides à enjeu fort, et les notes qui avaient le moins d'enjeux, c'était les zones humides à enjeu faible. Et ensuite, à partir des zones humides potentielles et en jeu, on a identifié des zones humides prioritaires. Donc pour cela, on a croisé les données déjà identifiées avec différentes pressions du bassin versant. Donc ça nous a permis d'identifier 8550 hectares. Et donc à partir de cette première étude, qui a donné cette cartographie-là, on a fait la deuxième étude, identification de zones humides avérées, connues et délimitées sur le bassin versant de l'Yerre. Donc sur les zones humides potentielles à enjeu et prioritaires, on a réalisé un inventaire avec les critères de l'arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, donc flore et pédologie. Et puis, il y a eu pour chaque zone humide identifié des fiches actions qui donnent les caractéristiques de cette zone humide, qu'est-ce qui peut être fait pour l'entretenir, la gérer, éventuellement faire quelques actions de restauration ou autres. Et donc voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, ce recensement n'était pas exhaustif. Donc des zones humides, on en découvre encore chaque année. Et puis donc pour faire suite à cela, on a lancé une autre étude dont je vais parler à la fin de la présentation. Donc là, vous pouvez voir du coup les zones humides avérées, identifiées sur le bassin versant de l'Yerre, qui apparaissent dans l'atlas cartographique du futur sage. Pour reprendre sur les dispositions qui apparaissent dans le PAGD du SAGE en vigueur, on avait également donc des dispositions pour informer et sensibiliser sur les zones humides. Bon, ça a un peu moins été mis en vigueur. Des dispositions pour demander que les zones humides soient préservées de tout nouvel aménagement, notamment dans le cadre des documents d'urbanisme, PLU, PLUI et SCOT. Donc nous, on demandait que la cartographie des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE soit intégrée dans les documents d'urbanisme, notamment les documents graphiques, et avec un zonage type NZH ou AZH ou A ou N éventuellement. Donc ça a été renforcé, encore une fois, comme l'a dit Emma précédemment, par le décret SAGE qui demande l'intégration de cette carto dans les plans graphiques des PLU et PLUI, sachant que la nôtre est au 1,25 millième. Et enfin, il y avait une disposition 1.5.3, restaurer les zones humides, ce que le SIAGE entité GEMAPIEN a un peu mis en œuvre sur certains projets comme Éoric Régie, puis d'autres partenaires du SIAGE et acteurs du bassin versant comme la Fédération de pêche, avec des projets emblématiques comme la restauration de la continuité écologique et les zones humides sur Soignes-en-Lambry. Donc, à partir de 2018, la clé s'est réunie et a voté la révision du SAGE de l'Yerre
Et donc on a lancé l'étude en 2019 avec une ambition forte sur la GEMAPI, sachant que le SIAG a acquis la compétence GEMAPI en 2020. Donc en 2019, on était en pleine préparation de l'acquisition de cette compétence. Donc pourquoi la clé à voter la révision du SAGE, c'est parce que l'état des lieux du SAGE avait plus de 10 ans, donc avec un territoire qui avait fortement évolué et avec encore une pression urbaine qui était encore plus présente à l'aval du bassin versant. Puis à savoir que aussi sur le nord du bassin versant, on est concerné par le territoire de Val d'Europe qui est une ville nouvelle avec une partie du territoire Disney. L'idée aussi dans cette révision, c'était de réévaluer les enjeux du territoire et prendre en compte ceux qui ont récemment émergé, donc l'adaptation au changement climatique, la gouvernance nouvelle. Il était également question de faire une première évaluation du SAGE qui avait bientôt 10 ans et aussi de prendre en compte et de s'appuyer sur les nouveaux documents qui étaient apparus depuis 2011. Et donc, au cours de l'étude de révision du SAGE, il y a plusieurs documents cadres qui ont été approuvés, dont le SDAGE 2022-2027, qu'on a dû prendre en compte alors qu'on avait déjà fait tous nos ateliers de rédaction, et le plan eau lancé en mars 2023 qui a intégré pas mal de mesures concernant la gestion du volet quantitatif et la protection de la ressource souterraine. Et en parallèle, il faut savoir qu'au niveau de la Seine-et-Marne, au niveau départemental, le département porte un plan départemental de l'eau qui associe pas mal d'acteurs du territoire sur la thématique de l'eau et qui comprend une charte, des groupes de travail qui est, on va dire, complémentaire des sages. Et donc, pour information, le dernier PDE a été signé et mis en œuvre la semaine dernière. Oui, juste 30 secondes sur le plan départemental de l'eau. Alors, c'est une spécificité particulière de la Seine-et-Marne. Ça nous tient lieu, nous, service de l'État de mise, enfin, donc la partie sans le N, puisqu'on parle de l'eau. C'est un document qui est, enfin en tout cas c'est une entité, le plan départemental de l'eau, qui est assez efficace et qui a été mis en place en 2006. Hein. Donc on est à la 4e itération, comme vient de le dire Héloïse, qui vient d'être approuvée, la nouvelle génération. Et à l'instar, alors on n'est pas sur les mêmes années, mais à l'instar du SDAGE, on le renouvelle tous les 6 ans. Donc là on est sur le PDE 4. Ouais. Et donc ce PDE 4 va fortement être axé sur la rédaction du futur schéma directeur d'assainissement et eaux usées, il me semble, et la thématique ruissellement également. Pour information, donc, au niveau de la révision du sage de l'IR, on en est à la PPVE, donc participation du public par voie électronique, qui est l'étape de consultation du public. Donc elle a été lancée le 1er juin et elle se termine le 30 juin. Donc on n'a pas eu énormément de retours pour le moment, mais n'hésitez pas à consulter les documents sur le site du siège et éventuellement faire des retours si vous le souhaitez. Donc pour cette révision, en fait, on a choisi de faire une révision en 3 lots. Donc chaque lot porté initialement par un bureau d'études différent, mais il y a eu des différents aléas qui ont fait que le lot 3 finalement a été repris par le même bureau d'études que le lot 1. Donc au niveau du lot 1, on était sur un bureau d'études en charge de l'actualisation de l'état des lieux et la réalisation du bilan du sage précédent. Également l'évaluation du sage et la rédaction des documents du sage, donc PAGD et règlement, avec l'intégration de la stratégie qui, elle, a été rédigée dans le cadre du lot 2 par le bureau d'études ASCA. Donc pour la réalisation de la stratégie, on l'a fait en 2 volets. Un volet pour définir des enjeux sur le bassin versant sur une vision à long terme, c'est-à-dire en 2054,
et un volet pour identifier la stratégie opérationnelle à moyen terme, qui est en fait la feuille de route du sage révisé, donc la stratégie d'ici 2027. Initialement, c'était 2027 parce que on n'avait pas prévu que la fin de l'étude de révision du sage soit en 2025. On a eu énormément de retard. Euh, et donc, ensuite, on avait le lot 3 qui, elle, consistait à faire l'évaluation environnementale obligatoire dans le cadre de la procédure des révisions du sage. Donc, quand je disais que c'est le lot 1 qui a également fait le lot 3, c'est parce que le bureau d'études en charge du lot 3 a fermé en cours de route. C'est pour ça que le EOD nous a accompagnés sur le lot 3. Et on a été accompagné juridiquement par le cabinet juridique FIDAL. Donc là, vous voyez le calendrier de l'étude de révision du sage. Initialement, il me semble qu'on devait finir en 2023, mais on a eu pas mal d'aléas, donc le Covid, la fermeture du bureau d'études, un autre bureau d'études qui a fusionné avec un autre bureau d'études, et puis, comme je disais précédemment, l'intégration des objectifs et enjeux des documents cadres qui ont été approuvés entre-temps, donc le stage, le plan O, etc. Et puis énormément de débats en clé, qui, notamment après l'étape de consultation des organismes, qui ont fait qu'on a encore modifié certaines, notamment exceptions dans les articles du règlement du SAGE. Donc je vais en parler un petit peu après. Donc là, vous pouvez voir à l'écran les 6 articles du futur règlement du SAGE, ainsi que donc les 7 dispositions du PAGD à portée réglementaire, sachant on a classé les dispositions en 3 catégories. Donc dispositions à portée réglementaire, dispositions d'action, qui, elles, concernent donc les dispositions liées à la mise en œuvre d'études ou plus de projets. Et enfin, on a des dispositions de gestion, notamment pour la mise en place des futures commissions thématiques ou autres ateliers de travail. Donc, concernant les zones humides, on va retrouver notamment un article 4. euh, je... Alors, je passe parce que je vais en parler après. Donc, si je reviens sur ce que je viens de dire différent précédemment, donc on a un sage qui est plus opérationnel, qui va, pour la thématique milieu aquatique et zone humide, par exemple, demander d'engager des études, donc définir de façon concertée l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau, par exemple, et compléter la connaissance sur les zones humides. Le futur SAGE comprend également des actions plus stratégiques d'intervention, stratégie globale de gestion de zones humides à définir, également définir une stratégie de restauration hydromorphologique des cours d'eau et des zones d'expansion de crues, et il identifie également des travaux engagés, donc des actions de restauration et de gestion des zones humides, de restauration hydromorphologique des cours d'eau et de continuité écologique, de restauration des EC et de gestion entretien de la ripisylve. Quand je disais que c'est un sage plus opérationnel, donc ça c'était un choix de la clé qui était, et on a été fortement accompagné par l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour cela, pour identifier ces actions. Donc c'est-à-dire que en fait dans chaque disposition, on va identifier un planning prévisionnel qui dit sur quelle période et en combien de temps dans combien de temps on doit réaliser cette disposition. Et va mettre en place un tableau de bord technique avec des indicateurs simples, notamment sur les zones humides, pour s'assurer que on assure bien la mise en œuvre dans les temps impartis. Et dans chaque disposition, on pré-identifie du coup des maîtres d'ouvrage pressentis, des partenaires techniques, des moyens financiers qui sont pas forcément très précis à ce stade, mais ça donne déjà une première idée, et puis le périmètre concerné.
Euh, ça reprend un peu ce que je disais précédemment. Pour information, du coup, on a également voilà, non, je vais en reparler après, mais si je focus sur les futurs articles du règlement du SAGE concernant les zones humides, on va retrouver en fait un article avec un article bis. L'article 4 encadrer les projets susceptibles d'impacter une surface de zone humide supérieure à 1000 m², tel qu'on peut le retrouver dans le SAGE en vigueur. Donc 1000 m², comme je le rappelle, seuil de déclaration du IOTA. Et on a mis en place un article 4 bis qui, lui, va s'appliquer dans un seuil compris entre 500 m² et 1000 m², donc en dessous des seuils IOTA. C'est la raison pour laquelle on a séparé l'article en deux. C'est parce que justement, vu qu'on est en dessous des seuils IOTA, on est un peu bancal, on va dire, au niveau juridique. Si on se fait attaquer sur l'article 4 bis, potentiellement, on peut garder notre article 4. Je sais pas si Grégory, si tu as quelque chose à ajouter sur le Oui, sujet. oui, je partage pas forcément la bancalité de la règle. Pour moi, enfin, on y réfléchit, elle est assez bien ficelée. Alors pourquoi 500 mètres carrés et pas 300 et pas 700 et pas zéro? On a un sage voisin qui est le sage Marne Confluence, qui est un sage très urbain, beaucoup plus resserré et très urbain, qui lui interdit la destruction dès le premier mètre carré, hein, avec les exceptions qui s'imposent, enfin qui s'appliquent, pardon. On avait étudié cette option-là au départ, et puis en fait, il faut quand même adapter la règle d'une part à l'expérience qu'on a qui est de zéro, en dessous de 1000 m², c'est-à-dire que le sage actuel en fait, est dans le scope IOTA et pas en dessous. Donc il nous faut un retour d'expérience et donc appliquer quelque chose qui nous semble applicable déjà en termes de logistique, hein, parce que il y a plein de projets qui vont passer sous le radar de la police de l'eau, évidemment, et du coup vont être instruits, enfin en tout cas vont être observés plutôt par l'animatrice du sage, qui est toute seule. Donc il y a ça. Et puis en fait, faut aussi s'adapter au terrain et au périmètre du sage. Le sage de Lierre, c'est un territoire assez vaste et qui est très urbain sur sa frange est, mais qui ouest, pardon, mais qui est très rural sur 70-80% de son territoire. Donc en fait, l'appliquer dès 0 mètre carré, ça n'avait pas de sens sur toute cette partie ruralité. Bon, on a coupé la poire en deux, entre 0 et 1000. On s'est dit 500, ça nous paraît, c'est nous, service de l'État, hein, qui avons proposé ce seuil. 500 mètres carrés nous paraissait adaptable. On en discutera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ça a fait débat et on a eu quand même de très longues réflexions et on a une expérience de réflexion sur cette règle-là. Oui, quand je disais bancal ou fragile, c'est parce que on a eu pas mal d'échanges avec différents services juridiques, notamment du SIAG, qui eux étaient pas du tout d'accord pour pour qu'on mette en place cette règle. Et puis dernièrement, j'ai échangé avec Fidal, Fidal ceux qui nous ont, l'équipe qui nous a accompagnés, qui eux nous ont été en faveur qu'on mette en place cette règle et du coup a fait la relecture de la règle. J'ai échangé avec un autre service qui, lui, m'a dit ah non, il vaut mieux pas mettre en place cette règle. Au niveau juridique, c'est un peu. On a des retours assez variés. La Euh, difficulté qu'on a, c'est qu'on a peu de jurisprudence, on n'a pas de bon, il n'y a pas de jurisprudence en fait jurisprudence. Ouais. sur ces aspects-là. Ouais. Donc en fait, enfin, ce serait intéressant d'avoir une jurisprudence des deux côtés, c'est-à-dire des sages qui ont été attaqués et condamnés, et puis d'autres où l'attaque a été rebootée. Mais ni l'une ni l'autre, on n'a pas. Donc en fait, c'est de mettre ceinture et bretelle, effectivement, d'avoir dissocié l'article. Je pense que c'est de compartimenter ça comme ça, effectivement, c'est plus pratique en cas de condamnation. Mais à notre sens, elle est assez faible, en tout cas. Voilà. Là, le risque est assez faible. Et du coup, pour compléter sur cet article, dans le cadre du 4 bis, on demande d'appliquer une compensation
qui correspond à celle qui est préconisée dans le SDAGE 2022-2027. Par contre, dans le cadre de l'article 4, on va demander une compensation qui est à 250% ou à 200% en fonction de la localisation du site de compensation. Avec un suivi sur 30 ans précis. Donc là, j'avais mis quelques exemples de l'atlas cartographique du futur sage. On est sur le secteur de Montgeron-Crône. Et puis là, je vais passer très vite vu que l'heure tourne. C'était pour compléter ce que j'avais dit précédemment sur les longs échanges qu'on a eus au sein de la clé suite à la consultation des organismes. Donc en fait, on avait validé le SAGE en mars 2024 et puis on a revalidé le SAGE en mars 2025 suite à cette consultation des organismes parce qu'on a de nouveau eu des débats sur les exceptions associées dans les articles 4 et 4 bis et donc on a ajouté des nouvelles exceptions pour les travaux relatifs à l'entretien, le renouvellement et l'amélioration de réseaux existants, également les réparations à l'identique de drains existants. Donc ça reste que de l'existant et puis on a quand même mis des cadres, donc dans une limite de 2% ou de 5%. Donc pour ça, on s'est fortement inspiré du sage de la bière, il me semble. Ouais, alors sur cette liste un peu à l'après-vert hein, d'exceptions, on a eu, c'est vrai que ben, la quantité de puces dans les exceptions peut faire peur. Pareil, hein, elle a été très réfléchie. On a travaillé facile 6 mois dessus, avec des échanges entre le siège et nous, les services de l'État, et pas seulement la DDT, hein, vraiment l'Agence de l'eau, la DRIEAT, et puis d'autres organismes d'État ont participé en fait aux discussions. Ça a été très réfléchi. Le seuil des 2 et 5%, de toute façon, c'est vraiment pareil, là, une bretelle en plus de la ceinture. Ça paraît un peu compliqué ces règles-là de 2% de la surface artificialisée. En réalité, bon, si on se pose 5 minutes et qu'on la relie bien, elle l'est pas vraiment. Mais on a essayé, voilà, le travail des services de l'État, c'est aussi de trouver un consensus. Le sage, son objectif, c'est de protéger le milieu, c'est pas de protéger les hommes. Mais bon, on sait très bien que il faut quand même qu'on arrive à se rejoindre en fait sur des besoins communs et en particulier pour les besoins qui concernent l'intérêt public. Je ne parle pas de l'intérêt général qui est dans la seconde puce là au titre des dispositions du L102, enfin du Code de l'environnement. J'ai oublié l'article. Mais en tout cas, voilà, on a décidé que ce soit pour uniquement les bâtiments qui ont un caractère d'intérêt général, ces exceptions-là où on retrouve les limites de 200 mètres carrés et 2%. C'est-à-dire on ne peut pas faire, c'est pas sur n'importe quel bâtiment. Et donc là, c'était pour vous présenter rapidement les dispositions du PAGD en lien avec les zones humides. Donc bien sûr, on va retrouver protéger les zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme, compléter les connaissances sur les zones humides, je vais revenir dessus tout à l'heure, contribuer à la mise en œuvre des opérations de restauration des milieux aquatiques et humides, mettre en œuvre des actions de restauration et de gestion humide, de zones humides et contribuer à la réappropriation des cours d'eau et zones humides, et fonctionnalités et services rendus. Donc quand je disais que j'allais revenir dessus tout à l'heure, en fait c'est tout de suite. Donc donc pour répondre déjà à la disposition 6 et à la disposition 8 du futur SAGE, le SIAGE a lancé dès 2024 une étude schéma directeur des zones humides. Donc c'est une étude qui est portée par notre animateur des zones humides au sein du SIAGE, dont l'objectif, c'est de poursuivre la dynamique de conservation et de restauration des zones humides, de planifier, organiser, optimiser, prioriser et budgétiser des actions en faveur de la restauration, l'entretien, gestion des zones humides, et de rassembler et coordonner les acteurs locaux pour qu'ils travaillent sur cette thématique. Et donc dans le cadre d'ateliers de concertation, d'ateliers de travail tout au long de l'étude.
Donc il y a trois phases distinctes dans cette étude. La première, c'est un diagnostic et état des lieux du territoire. Donc on est reparti en fait de la cartographie des zones humides avérées qu'on avait réalisée en 2016 et on a fait tout un travail bibliographique et prise de contact avec les collectivités communes et bureaux d'études qui ont pu réaliser depuis 2016 leurs inventaires zones humides. On a compilé tout ça et du coup, là maintenant, on est en fin de phase A. On a un nouvel inventaire diagnostic de zones humides plus conséquent du coup que celui de 2016. Ensuite, il y aura une phase B, élaboration de plans d'action. Donc, à partir des zones humides identifiées, on va de nouveau avoir des fiches actions avec des mesures, cette fois-ci très précises, à mettre en place, une enveloppe budgétaire précise, des acteurs identifiés. Et voilà. Mise en place du programme d'action ensuite en phase C. Voilà. Je savais pas que c'était une slide animée. Donc voilà, l'étude devrait se finir à l'été 2026, mais il me semble qu'on a déjà un petit peu de retard là. Et voilà, et donc pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous consulter. Donc, voilà, les premières slides, c'est pour présenter un petit peu l'envergure du SAGE de la vallée de la Garonne, donc qui couvre plusieurs départements, 4 pour être précis. Et donc c'est un long SAGE qui date, donc je ne sais plus la date exacte, mais c'était début des années 2010. Et donc là, l'idée en ce moment, c'est d'élargir la gouvernance avec plus de départements. Donc vous voyez ceux qui sont listés là. Et puis de devenir un EPTB. Voilà. Euh, les missions principales, c'est la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, donc gestion et préservation des milieux naturels et des zones humides, et la prévention des inondations. Donc là, on a une carte qui présente un petit peu le périmètre du sage de la Garonne, donc c'est celui qui est assuré un petit peu en jaune. Mathieu vient de nous rejoindre, Marion. Parfait. Est-ce que Ouais, le micro marche? est-ce que le micro J'ai fonctionne? commencé pour toi, Mathieu, pour juste présenter un peu ton sage. Donc j'en suis à là, on t'entend. Parfait. Vous m'entendez là? Je Ouais, sais pas ce qui s'est passé, incroyable. Je oui, c'était repartage assez bizarre. l'écran. Si tu veux, Voyez, je peux demande. poursuivre parce que là, je suis sur Ouais, ta présentation. ok, Comme ça, ça on gagne marche. du temps. Et j'ai juste présenté un peu le périmètre. Oui, Euh, voilà, c'est rapidement. Du coup, on est sur l'ensemble de la Garonne, des Pyrénées jusqu'à ouais, l'estuaire. On travaille sur différentes thématiques. Donc, le SAGE qui est approuvé depuis 2020. d'accord. Le PGE qui est le plan de gestion étiage. On fait le soutien d'étiage avec des lâchers d'eau, des barrages EDF depuis plus de 30 ans pour soutenir les débits d'étiage de la Garonne. Donc, ça, c'est aussi un volet important de notre syndicat. Et aussi, la diapo d'après, elle montre le lien entre les zones humides et Natura 2000, puisque l'ensemble du périmètre est classé Natura 2000. Et donc, on anime aussi et on coordonne l'animation Natura 2000 donc des Pyrénées avec différents affluents et la Garonne jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Voilà. Sur le Sage, en fait, contrairement au Sage de Lière, on est sur 8126 km², donc on est 8 fois plus gros. On a un Sage corridor, donc voilà, des Pyrénées jusqu'à Bordeaux Métropole. On s'étend sur 442 km. Vous avez les chiffres sous les yeux. On concerne 7 départements, mais dont les 4 principaux départements du SMEAG actuel et bientôt les 7 dans le cas de l'EPTB en cours de construction. Donc 813 communes concernées. Et donc on a une animation par commission géographique, comme le SAGE est assez important avec des spécificités territoriales. Ce que l'on fait, c'est qu'on a une approche thématique, mais également géographique avec des commissions géographiques que l'on anime avec les différents collègues. Donc le volet zone humide du SAGE, donc c'est un volet qui a été défini comme prioritaire par la clé dès 2013. Enfin, dans le classe stratégique un peu plus tard, mais dès 2013, on a travaillé sur ce volet-là. C'est une thématique transversale qui touche à plusieurs thématiques du grand cycle de l'eau et donc de l'atteinte du bon état des masses d'eau, qui est l'objectif des sages. On est en place depuis 2013, on met en place des études justement sur les inventaires zones humides pour consolider une carte zone humide à l'échelle du stage.
Et du coup, on a mené des travaux spécifiques depuis 2013, notamment des inventaires spécifiques zone humide, mais j'y reviens sur la diapo suivante. Hop, donc les zones humides à l'échelle du SAGE, hein, on avait, donc en tout cas en 2019, avant enquête publique, 4271 zones humides identifiées, donc un peu moins de 10 000 hectares, avec les différentes typologies qui sont présentées, donc avec une dominance boisement, ripisylve, forêt alluviale, 27% quand même de prairies humides, et après diverses typologies de zones humides. Donc si tu cliques, c'est pour rejoindre la question précédente, on est bien sur du porté à connaissance, c'est-à-dire que l'arrêté 2008 modifié 2009 n'a pas été appliqué systématiquement pour l'ensemble des inventaires. On se base principalement sur des inventaires départementaux. Par exemple, sur la Haute-Garonne, il y avait un inventaire départemental qui avait été mené, mais principalement sur les critères végétal sur donc, tout le 31, la Garonne validée en 2017. Et après, on a fait des inventaires complémentaires, nous, par exemple, sur la Garonne girondine, donc en Gironde, où là, effectivement, on a bien appliqué plus la méthode avec des sondages pédologiques notamment. Mais on est bien sur un porté à connaissance et pas du tout un inventaire zone humide au sens réglementaire. Mais malgré tout, la règle s'appuie sur cette cartographie. Donc voilà, c'était juste une petite carte pour me présenter les différentes typologies que l'on trouve. Mais bon, voilà, les tourbières plutôt sur la partie pyrénéenne, des landes humides plutôt sur la partie aval. Et après, ouais, il y a aussi des peupleraies humides présentes plutôt sur le secteur médian. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour dire qu'on a fait un inventaire exhaustif dans le cadre du SAGE, surtout avant l'enquête publique donc de 2019 pour la règle que je vais vous présenter en suivant. Sur les dispositions en zone humide, un petit mot quand même, il y a 8 dispositions qui sont réparties en 3 objectifs. Donc si tu cliques une première fois, il y a les dispositions de gestion, notamment une disposition qui est en cours depuis 2019 sur une stratégie zone humide à l'échelle des commissions géographiques. Donc là, on travaille avec l'ensemble des acteurs pour mettre en place voilà, une priorité d'animation et de gestion des zones humides à l'échelle des commissions géographiques. Donc, ce travail est en cours de finalisation sur l'ensemble du périmètre du SAGE. On travaille aussi sur la disposition 1.13 sur définir des principes de gestion, notamment sur un guide zone humide et sur l'élaboration actuelle d'une doctrine. Sur la partie réglementaire, on a 3 dispositions, donc effectivement, dont la disposition intégration des enjeux zone humide dans les documents d'urbanisme. Donc ça, on y reviendra aussi, avec notamment la notion de prise en compte des impacts indirects des zones humides dans ce cadre-là. On a aussi 2 dispositions communication. Je vais parler comme de la disposition 3.7 sur laquelle s'appuie la règle zone humide, hein. Donc préserver les zones humides dans le cadre des aménagements IOTA et ICPE. Et enfin, 2 autres dispositions plus sur la partie communication pour sensibiliser, communiquer. On a notamment fait là une maquette 3D zone humide représentant le bassin versant de la Garonne pour montrer les différentes fonctionnalités qu'on utilise au cours de nos animations. Donc la règle maintenant, donc la règle. L'objectif, c'est bien d'interdire la destruction des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE, donc avant enquête publique en 2019. Donc le périmètre est bien sur l'Observatoire Garonne et est disponible et téléchargeable. Donc toutes les zones humides qui ont été identifiées et capitalisées à l'échelle du SAGE en 2019. Donc on est bien sur un rapport de conformité. Donc diapositive suivante. Donc la règle s'applique bien sur les dossiers IOTA ICPE, donc forcément notamment sur la rubrique zone humide, donc sur les zones humides supérieures les impacts supérieurs à 1000 m². Donc effectivement, à l'époque, on ne savait pas qu'on pouvait aller en dessous. On s'est basé sur cette limite de rubrique IOTA. Par contre, sur la partie ICPE, ça peut être dès le premier mètre carré. Donc si le projet impacte plus de 1000 m² dans la partie IOTA ou si c'est en déclaration d'autorisation ou enregistrement au titre des ICPE, la règle peut s'appliquer. Si elle s'applique, le projet est interdit, sauf cas dérogatoire. Comme on l'a dit, une règle ne peut pas être exclusive et donc il y a un cas dérogatoire, notamment les dossiers d'intérêt général, les DUP, infrastructure eau potable, assainissement. L'application de la séquence ERC dans le cadre dérogatoire, effectivement, avec quelques particularités. Donc, on est en lien avec le SDAGE qui s'appliquait à l'époque, le SDAGE à Dour-Garonne. Donc, l'idée, c'est de faire une compensation dans le cadre dérogatoire à minima au maximum sur le bassin versant impacté. Dès lors que la compensation a lieu hors du bassin versant, même si une compensation fonctionnelle est démontrée, il faut une compensation à un minimum de 150%. Ça, j'y reviendrai aussi après. Et dans le cas où la compensation ne veut pas avoir lieu sur le même UHR, donc unité hydraulique de référence, dans ce cadre-là, il faut faire une compensation, il faut le justifier techniquement. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment la présentation générale de la règle. Tu peux passer. Voilà, tu peux aussi passer du coup. Voilà, donc on a aussi un guide de règlement de lecture, un guide de lecture du règlement, pardon, pour expliquer les deux règles du SAGE. Il y a la règle zone humide et il y a également une règle sur le ruissellement. Donc voilà, c'est un guide qui permet, en tout cas, qui a été partagé avec l'ensemble des services de l'État et notamment les 7 DDT avec lesquels on travaille lorsqu'on rend des avis sur les différents dossiers, mais j'y reviendrai aussi en suivant. Merci. Et donc là, voilà, c'est juste une carte des zones humides identifiées dans le cadre de la règle qui sont disponibles sur l'Observatoire Garonne et téléchargeables. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Observatoire Garonne en ligne. Merci. Donc un petit retour d'expérience sur cette rédaction de PAGD et de règles, surtout au niveau de la règle. Donc, du coup, on avait été accompagné par un cabinet juridique pour la rédaction du PAGD et du règlement. Il s'avère qu'à la base, on souhaitait appliquer la règle sur l'ensemble des zones humides identifiées ou pas encore identifiées, mais au vu du risque juridique et de faire tomber la règle, et suite au conseil du cabinet juridique, du coup, on a préféré rester limité à la cartographie identifiée en amont de l'enquête publique. Pareil, on souhaitait inscrire dans cette règle la notion de impact indirect, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand il y a un projet qui peut être situé en amont hydraulique d'une zone humide, elle peut impacter indirectement la zone humide. Mais malheureusement, il a fallu aussi le retirer parce que le cabinet juridique nous disait que si on installait la notion d'espace de bon fonctionnement ou d'aire d'alimentation de la zone humide, il fallait le cartographier. Et donc à l'échelle du SAGE, malheureusement, c'était pas envisageable, en tout cas dans les délais que l'on avait. Donc cette notion d'impact indirect a bien été retirée de la règle, mais a été laissée dans le PAGD et différentes dispositions, notamment la disposition relative à la règle et puis la disposition relative aux documents d'urbanisme. Et enfin, au terme de compensation, on avait écrit au départ 200%, et donc suite à l'avis du commissaire enquêteur qui a mis une réserve en indiquant que le SAGE devait, entre guillemets, respecter ce qui était dicté dans le document sur PRA, qui était le SDAGE, on a remis la compensation lorsqu'il y avait une compensation hors bassin versant à 150%. Donc ça, c'est des choses voilà, qui nous ont frustrés un peu sur le moment, qui ont été largement discutées avec les services de l'État et l'ensemble des acteurs qui suivent l'élaboration du SAGE. Mais il a fallu reculer sur ces différents points pour, comme on l'a dit dans les précédentes présentations, ne pas risquer d'avoir la règle qui tombe et d'avoir un SAGE approuvé sans la règle zone humide, qui malgré tout, avec une règle plus limitée, est quand même la plus-value la plus forte en termes de préservation des zones humides. Merci. Donc, sur l'activité réglementaire du SAGE, donc depuis 2020, on est consulté sur différents dossiers d'autorisation et de déclaration. On a mis en place un tableau de bord qui est disponible sur l'Observatoire, donc notamment pour suivre la mise en œuvre des dispositions, mais également des deux règles. Donc, vous pouvez bien sûr y accéder sans difficulté. Merci. Donc, un exemple de dossier reçu en 2023. Donc, en 2023, on a reçu 35 dossiers, dont 4 dossiers hors SAGE. Sur le diagramme de droite, vous avez la répartition des différents dossiers par commission géographique. Donc on voit qu'on d'ailleurs on n'a pas eu de dossier sur la commission géographique 1, qui est la Garonne montagnarde dans les Pyrénées. Donc on a quelques indicateurs très simples sur les types de dossiers, sur les dossiers d'autorisation, déclaration, etc., ou même dossiers de DIG. Euh, voilà, ça c'est les indicateurs que l'on sort chaque année sur la partie de la règle. Diapo suivante, pardon. Voilà, donc sur les 19 avis rendus de la clé, voilà, il y a les avis favorables, défavorables, incomplets, par commission géographique. Donc ça, c'est le type d'indicateur qu'on sort chaque année dans le cadre du Sage Vallée de la Garonne. Et l'objectif, ça va être de les compléter. Donc j'y viens en suivant. Donc le point positif, c'est que nous, les services du Sage, on est associés de plus en plus en amont sur la consultation des dossiers réglementaires. Donc en général, on intervient dès la première phase de complétude de dossier, c'est-à-dire c'est le pétitionnaire qui saisit l'État en disant voilà, on souhaite déposer tel projet, voici les pièces que l'on a, etc. Et donc on est associé dès ce moment-là pour pouvoir émettre un premier avis technique sur les pièces manquantes, s'il faut faire une analyse plus poussée de la compatibilité ou de la conformité avec le SAGE, etc. Donc ça permet
in fine, lorsqu'on est consulté officiellement, d'avoir des dossiers qui sont plus complets et en général avec les différents sujets qui sont déjà déminés en amont et ce qui permet derrière d'avoir une instruction de chaque dossier plus sereine. Donc toujours le même constat, c'est qu'il y a de nombreuses zones humides qui sont découvertes, des nouvelles. Zones humides qui n'avaient pas été identifiées dans le cadre du SAGE avant enquête publique. Donc malheureusement, la règle ne s'applique pas sur ces zones humides-là. On demande systématiquement aux pétitionnaires de nous transmettre ces données zones humides, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le cadre du stage en cours, la plupart des zones humides qui sont instruites au sens réglementaire, notamment loi sur l'eau, ne sont pas capitalisées dans les services de l'État au niveau des DDT et ne remontent pas à l'heure actuelle à l'inventaire zone humide du RDPZH. On a certaines difficultés d'application de la règle et d'interprétation de la règle zone humide sur certains dossiers. Donc là, pareil, il y a 4-5 diapos derrière d'exemples ou sur des questions que l'on se pose et on échange régulièrement avec les différentes DDT en fonction de la localisation des projets. Et donc entre 2020 et 2024, on a eu 25 dossiers d'autorisation avec une problématique zone humide. Et donc parmi ces 25, 18 dossiers aujourd'hui sont autorisés par arrêté préfectoral. Donc, il y en a 7 qui ne sont pas autorisés, soit ils sont en cours, soit ils ont été refusés. Donc, les exemples de dossiers voilà, particuliers, voilà, très rapidement, sur des cas concrets. On a la notion de destruction temporaire avec des. Donc là, normalement, j'ai effacé les noms de porteurs de projets. Donc voilà, c'est par exemple transport de gaz où le porteur de projet, en gros, fait des tranchées, enterre la conduite, remet le sol avec les mêmes horizons dans le même ordre et dit en gros. C'est un impact temporaire. Une fois qu'on a rebouché, bah, la zone humide fonctionne très bien, donc il n'y a pas besoin de mesures compensatoires. Donc nous, on avait eu ce premier cas en 2021, on avait du coup émis un avis technique négatif. On avait été jusqu'à la conférence administrative, qui est la dernière étape voilà, avec le sous-préfet de mémoire pour autoriser ou pas autoriser le dossier. Donc là, l'État a convenu avec le porteur de projet de mettre en place un protocole de suivi sur 3 ans avec des sondages pédologiques sur des placettes représentatives pour vérifier qu'au bout de 3 ans, les fonctionnalités de la zone humide avaient bien été retrouvées et dans le cas contraire, nécessiterait de mettre en place des mesures compensatoires. Idem pour la diapo suivante en 2022, le même porteur de projet mais dans le Tarn-et-Garonne, où on a exactement le même cas qui est apparu sur les impacts temporaires et où le même dispositif a été mis en place. Ça nous a vraiment interpellé au niveau technique en disant est-ce que au bout de 3 ans, est-ce que vraiment le pétitionnaire vérifie que la zone humide a retrouvé ses fonctionnalités? Est-ce que c'est bien suivi par les services de l'État? Et est-ce que le cas échéant, s'il y a un impact, est-ce il y aura bien des mesures compensatoires qui seront mises en place pour ce projet? Bon, voilà, c'est indirectement, on trouve que c'est un peu un moyen de contourner la règle zone humide du SAGE. Donc, c'est des discussions qu'on doit avoir avec les services de l'État et qui sont en cours. Merci. Un deuxième exemple sur la Gironde avec un dossier sur la mise en place d'une maroquinerie avec un domaine d'autorisation où là concrètement le pétitionnaire artificialisait une partie de zone humide et entre guillemets dit en gros on va infiltrer les eaux de ruissellement dans les zones humides préservées parce qu'il y avait une partie zone humide qui était évitée et du coup ça va aller mesures compensatoires. Donc voilà, donc là on a eu un avis, nous on est passé à côté parce que le dossier avait été enregistré en déclaration et au final c'était un dossier d'autorisation. Mais on a eu un avis du département de 33 assez cohérent en disant que la résorption de la dette compensatoire doit être réalisée uniquement sur des extensions de zones humides et non sur les zones humides déjà existantes, notamment sur le site où il y a l'impact du projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit caler avec les différents départements, voir si chaque département a la même vision en termes de compensation. Exemple suivant, une carrière située dans le Lot-et-Garonne, où il y avait un projet d'extension très proche de la Garonne, du coup en rive droite, où là, clairement, l'espace de mobilité fonctionnelle du fleuve n'a pas été pris en compte, sachant que l'EMF a bien été défini donc, par nous à l'échelle de la vallée de la Garonne. Voilà, malgré tout, vis-à-vis de l'analyse par rapport au PAGD, au niveau de la règle, le dossier est compatible et conforme.
mais il y a une non prise en compte de l'EMF. Et donc ça, c'est quelque chose à voir aussi avec les services de l'État pour voir quel est le levier pour, entre guillemets, ne pas autoriser ce type de projet, puisque le risque, c'est qu'il y ait une capture de la gravière avec le temps. Et qui dit capture de gravière dit capture de sédiments et création d'un déficit sédimentaire à l'aval de la prise de la capture. Voilà, après il y a un exemple, je pense. Oui, donc ça c'est plus pour illustrer les impacts indirects avec un projet là, je sais plus c'est quoi, pour la création d'un plan d'eau qui était situé juste à côté d'une zone humide. Donc quand on a vu le dossier arriver, on s'est dit bon, ok, le projet n'impacte potentiellement pas directement et encore on voit qu'il y a une petite partie superposée au sud. Donc la règle s'applique à voir comment en fait on applique la règle. Est-ce qu'on considère que ce projet impacte la zone humide et la règle s'applique ou est-ce qu'on considère que c'est un impact indirect et la règle ne s'applique pas? Donc c'est ce genre de sujet à débattre avec l'ensemble des DDT et DREAL qui instruisent les différents dossiers. Merci. Et un dernier, oui, parc photovoltaïque, donc là qui rejoint un peu la compensation temporelle, où en gros on voit passer beaucoup de dossiers. Donc par exemple, sur en Haute-Garonne, il y a un stagiaire un stage qui est en cours. Où en Haute-Garonne, en fait, il est démontré qu'il y a 60% des dossiers qui passent, où il y a des impacts sur les zones humides, où les zones de compensation ne sont pas définies. Donc ça pose question, puisque l'idée, c'est en théorie de mettre les compensations en place avant la destruction des zones humides. Et ça rejoignait aussi la question, ce site-là, de la possibilité ou non de compenser directement sur site. Voilà voilà. Après, donc les autres points interrogation et qu'on a dans le cadre de ce retour d'expérience au niveau du Sage Vallée de la Garonne, c'est aussi tout ce qui est consultation automatique par les services de l'État. On a une plateforme Gun, alors je sais pas si c'est une plateforme nationale, mais en tout cas, c'est la plateforme que nous, on a et on reçoit des mails automatiques de Gun en disant, voilà, dossier d'autorisation à consulter, avis à rendre avant telle date. Et en fait, on n'a pas l'historique des dossiers. C'est-à-dire que des fois, on voit passer des dossiers. Par exemple, on avait un dossier en 2024 qui est arrivé, mais qui avait été déjà déposé en 2021, sur lequel on avait déjà émis un avis. Et au final, on ne s'était pas rendu compte dès le début qu'on avait déjà rendu un avis sur ce dossier en 2021. Donc, ce qui pose des questions et des difficultés en termes de suivi de dossier et voilà, de pouvoir rebondir sur le dossier sur lequel on avait déjà émis un avis 3 ans plus tôt pour avoir une continuité d'instruction et voir un peu les modifications qui ont été apportées par rapport au dossier initial. Donc ça, c'est voilà, une question à creuser avec les services de l'État. Il y a la question de la capitalisation des sites de compensation. Donc voilà, je sais qu'il y a une plateforme qui est en cours ou qui est en place avec les services de l'État pour capitaliser les zones de compensation dans le cadre notamment des dossiers d'autorisation. Voilà, donc la quid effectivement des dossiers, des anciens dossiers depuis 10 ans qui sont passés en compensation où ces secteurs n'ont pas été localisés. Le risque, c'est de faire de la compensation sur des sites qui ont déjà fait l'objet de compensation par ailleurs. Évaluer l'efficacité des mesures compensatoires et le suivi dans le temps. Donc voilà, voir avec les services de l'État, voilà, encourager en tout cas les services de l'État à bien effectuer ce contrôle. La question des doctrines d'opposition au dossier de déclaration. Puisqu'il y a certains départements qui n'ont pas de doctrine d'opposition au dossier de déclaration, c'est-à-dire qu'il y a un dossier de déclaration, ils ne font pas forcément d'opposition au dossier, entre guillemets, le dossier est enregistré et validé directement, sachant que voilà, même si la règle peut s'appliquer sur ces dossiers de déclaration, donc il faut bien sensibiliser les services de l'État que la règle s'applique et que il y a un département qui l'applique en disant, voilà, il n'y a pas de souci, nous, on n'a pas de doctrine d'opposition à déclaration, mais si une règle zone humide du SAGE ou autre est impliquée, on peut s'opposer au projet. Et après 5 ans de mise en œuvre, voilà, on a de nombreuses interrogations, ce qui nous pousse à travailler sur la partie suivante, sur la mise en place, effectivement, d'une doctrine zone humide à formaliser avec les services de l'État à l'échelle du SAGE. Donc ça, c'est une commande politique forte, hein, qui est venu plusieurs fois, notamment au bureau de la commission locale de l'eau. L'idée, c'est comment optimiser l'instruction de ces dossiers réglementaires, notamment vis-à-vis de la thématique zone humide, pour mieux prendre en compte ces enjeux et forcément préserver ces zones humides.
Donc, il y a un travail technique qui a été mené. On a réalisé des réunions en 2023 et 2024 avec l'ensemble des DDT et les deux DREAL concernés pour justement exposer les différents cas que je vous ai présentés précédemment pour initier quelques discussions et voir un peu le positionnement des services de l'État. Et donc, la proposition, c'est de construire une doctrine enfin une doctrine, pardon, zone humide, un peu comme ce que l'on a fait sur une doctrine domaine public fluvial, hein, de DPF, toute la Garonne est classée DPF. Donc de travailler en concertation avec les services de l'État pour se mettre d'accord sur les grands principes en lien avec les zones humides et l'application de la règle, notamment. Et donc on a un stage de 6 mois qui est en cours. Diapositive suivante. On a un stage qui est en cours avec 3 objectifs principaux. On va dire la mise en place de nouveaux indicateurs de suivi pour être plus précis sur l'évaluation notamment de la règle zone humide. Donc de proposer des éléments partagés au service de l'État sur une doctrine zone humide. Et enfin, on y reviendra rapidement sur la capitalisation des données zones humides, puisque j'ai déjà dit, hein, il y a beaucoup de nouvelles zones humides identifiées dans le cadre des dossiers loi sur l'eau qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas encore capitalisées. Donc l'objectif, nous, du SAGE, ça va être justement de récupérer ces données-là et de les faire remonter au niveau national. Donc voilà quelques indicateurs en cours de construction dans le cadre du stage actuellement en cours. Donc là, l'idée, ce serait d'avoir des indicateurs relativement simples, hein, mais en tout cas disponibles à l'échelle du SAGE avec le nombre d'hectares de zones humides impactés dans le cadre des dossiers réglementaires, les surfaces compensées, les pourcentages de dossiers avec le lieu de compensation défini, puisque on a bien vu qu'il y a pas mal de dossiers où les zones de compensation ne sont pas définies à l'heure de leur instruction. Voilà, ce qui pose question. Les pourcentages de compensation appliqués, donc, les pourcentages de dossiers adaptés suite à l'avis de la clé, les pourcentages de type de projet impactant les zones humides. Donc, en gros, quel type de dossier impacte les zones humides à l'échelle du SAGE? C'est des dossiers, par exemple, de développement de parcs photovoltaïques ou des dossiers liés à la voirie ou autres. Et enfin, faire une statistique sur les pourcentages de zones humides non identifiés dans le cadre du SAGE et qui sont, on va dire, impactés dans le cadre des projets réglementaires. Voilà un peu les types d'indicateurs. Et pour finir, la capitalisation des données zones humides. Dans le cadre du SAGE, donc les avis du SAGE, on demande systématiquement de récupérer les données cartographiques, mais elles nous sont transmises très rarement. Et pareil, hein, par rapport au service de l'État. Se pose la question du format de la donnée, donc pour que nous on puisse faire remonter la donnée au format GWERN du Forum des Marais Atlantiques notamment, qui travaille avec l'agence de l'eau Adour-Garonne pour capitaliser toutes les données à l'échelle Adour-Garonne et les faire remonter ensuite au niveau national. Donc on imagine via la plateforme Plume qu'on a vu tout à l'heure. Les données importantes dans le cadre de la révision du SAGE, oui, c'est important parce que on rentre dans un processus de révision du SAGE également. On pourra imaginer une nouvelle règle zone humide un peu plus ambitieuse avec sur plus de zones humides identifiées. Et la discussion d'obliger les porteurs de projets à transmettre les données zones humides sont en cours de discussion avec les services de l'État. Et derrière, j'ai l'exemple de la DDT de la Haute-Garonne qui préconise et qui demande fortement aux porteurs de projets de... Ah, on est où là? Non, c'est la suivante. Du coup, qui oblige, en fait, qui demande fortement aux porteurs de projets de verser les données zones humides en amont de la procédure. Ça, c'est fait par la DDT 31. Et donc, globalement, depuis quelques mois, la DDT récupère systématiquement les nouvelles données zones humides qui sont identifiées. Donc, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation réglementaire, notamment via la plateforme Dépôt Bio, qui a été mise en place suite à la loi biodiversité 2016, de capitaliser ces données zones humides. Il y a une obligation de capitaliser les données habitat, mais le logiciel n'est pas encore, l'outil n'est pas encore disponible. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, ces données-là sont tout simplement perdues ou en tout cas conservées au sein de chaque DDT. Voilà. Donc depuis 2023, la DDT demande ces données-là. Et donc notre idée, ça va être justement que ces données zones humides à l'échelle du SAGE en fait, soient récupérées de manière systématique par les différentes DDT pour s'assurer de leur capitalisation. Et dans le cadre du stage actuel, en fait, on récupère l'ensemble des dossiers depuis 2020 pour récupérer ces données-là et les numériser. Et bien sûr, donc, pour ne pas perdre la trace de ces zones humides-là et qu'on pourra faire remonter au niveau du bassin et national.
Voilà.